L'œuvre d'Alfred de Vigny, que la postérité a choisie et considérée comme son chef-d'œuvre, est une série de 3 nouvelles qu'il a publiées sous le titre « Servitude et grandeur militaire ». Et André Mauroy, dans ses Destins extraordinaires, a analysé cette œuvre. Peu de livres m'ont atteint dans ma jeunesse comme Servitude et grandeur militaire. C'est là que j'ai trouvé la belle et dangereuse idée d'une discipline salutaire, d'une obéissance qui n'a rien de servile. Si j'ai écrit plus tard les dialogues sur le commandement, c'est parce que j'avais été nourri de Vigny. L'histoire du cachet rouge m'emplissait à la fois d'horreur et d'admiration. Le roman que projette quelque part dans son journal Vigny, La vie et la mort d'un soldat, est l'un de ceux qui m'ont tenté, obsédé, et plus encore depuis ces jours de 40 et de 43, qui posèrent avec urgence, pour tant de consciences françaises, le problème de l'obéissance. L'homme s'efface sous le soldat. La servitude militaire est lourde et inflexible, comme le masque de fer du prisonnier sans nom, et donne à tout homme de guerre une figure uniforme et froide. Aussi, au seul aspect d'un corps d'armée, on s'aperçoit que l'ennui et le mécontentement sont les traits généraux du visage militaire. La fatigue y ajoute ses rides, le soleil ses teintes jaunes, et une vieillesse anticipée sillonne des figures de 30 ans. Cependant, une idée commune à tous a souvent donné à cette réunion d'hommes sérieux un grand caractère de majesté, et cette idée est l'abnégation. L'abnégation du guerrier est une croix plus lourde que celle du martyr. Il faut l'avoir portée longtemps pour en savoir la grandeur et le poids. Il faut bien que le sacrifice soit la plus belle chose de la terre, puisqu'il a tant de beauté dans des hommes simples qui souvent n'ont pas la pensée de leur mérite et le secret de leur vie. C'est lui qui fait que de cette vie de gêne et d'ennui, il sort comme par miracle un caractère factice mais généreux, dont les traits sont grands et bons comme ceux des médailles antiques. L'abnégation complète de soi-même dont je viens de parler, l'attente continuelle et indifférente de la mort, la renonciation entière à la liberté de penser et d'agir, les lenteurs imposées à une ambition bornée et l'impossibilité d'accumuler des richesses produisent des vertus qui sont plus rares dans les classes libres et actives. En général, le caractère militaire est simple, bon, patient, et l'on y trouve quelque chose d'enfantin, parce que la vie des régiments tient un peu de la vie des collèges. Les traits de rudesse et de tristesse qui l'obscurcissent lui sont imprimés par l'ennui, mais surtout par une position toujours fausse vis-à-vis de la nation et par la comédie nécessaire de l'autorité. Dans un de mes cahiers de citations, je retrouve un extrait du journal d'un poète du 11 août 1830. Lemoteux, capitaine au 1er régiment, avait envoyé sa démission le jour des ordonnances folles de M. de Polignac. Le soir, on se bat, il va trouver son colonel et le prie de regarder sa démission comme non avenue. Sa compagnie est traquée à la Madeleine, dans les colonnes de l'église. On lui crie de se rendre, il refuse et est tué. Tant qu'une armée existera, l'obéissance passive doit être honorée, mais c'est une chose déplorable qu'une armée. Et ailleurs, on ne peut trop blâmer l'époque où les armées seront identifiées à la nation si elle doit acheminer au temps où les armées et la guerre ne seront plus et où le globe ne portera plus qu'une nation unanime enfin sur ses formes sociales, événement qui depuis longtemps devrait être accompli. Sur l'état social, je pense aussi comme Vigny, un monde ou pas de monde, voilà notre choix. C'est une chose déplorable qu'une armée. Ici, le capitaine Vigny rejoint l'homme de troupe Alain. Que l'écrivain qui a le mieux parlé de la grandeur militaire ait tant souffert de la servitude est un beau trait. Je garde une sympathie fraternelle pour la jeunesse de Vigny. Enfance triste et choyée, tendresse sévère et jalouse, je vous ai connu. Mais non, cette misanthropie précoce, ce pessimisme stoïque qui furent engendrés chez lui par la rupture avec l'Empire de sa famille royaliste. Non, cette horreur du collège que, comme Barrès,
il ne peut supporter, non cette sauvagerie sombre, triste et défiante, qu'il dut souffrir, cet enfant élevé dans le culte de l'honneur et vivant naturellement dans le sublime, tant que les victoires de l'Empire, qui étaient celles de la France, furent aussi à ses yeux celles de l'ennemi des siens. Ce n'est pas une foi neuve, un culte de nouvelle invention, une pensée confuse. C'est un sentiment né avec nous, indépendant des temps, des lieux et même des religions. Un sentiment fier, inflexible, un instinct d'une incomparable beauté, qui n'a trouvé que dans les temps modernes un nom digne de lui, mais qui déjà produisait de sublimes grandeurs dans l'Antiquité, et la fécondait, comme ces beaux fleuves qui, dans leurs sources et leurs premiers détours, n'ont pas encore d'appellation. Cette foi, qui me semble rester à tous encore et régner en souveraine dans les armées, est celle de l'honneur. Je ne vois point qu'elle se soit affaiblie et que rien l'ait usée. Ce n'est point une idole, c'est pour la plupart des hommes un Dieu, et un Dieu autour duquel bien des dieux supérieurs sont tombés. La chute de tous leurs temples n'a pas ébranlé sa statue. Une vitalité indéfinissable anime cette vertu bizarre, orgueilleuse, qui se tient debout au milieu de tous nos vices, s'accordant même avec eux au point de s'accroître de leur énergie. Tandis que toutes les vertus semblent descendre du ciel pour nous donner la main et nous élever, celle-ci paraît venir de nous-mêmes et tendre à monter jusqu'au ciel. C'est une vertu tout humaine, que l'on peut croire née de la terre, sans palme céleste après la mort. C'est la vertu de la vie. Telle qu'elle est, son culte, interprété de manière diverse, est toujours incontesté. C'est une religion, mâle, sans symbole et sans image, sans dogme et sans cérémonie, dont les lois ne sont écrites nulle part. Et comment se fait-il que tous les hommes aient le sentiment de sa sérieuse puissance? Les hommes actuels, les hommes de l'heure où j'écris, sont sceptiques et ironiques pour toute chose. Or, pour elle, chacun devient grave lorsque son nom est prononcé. Ceci n'est point théorie, mais observation. L'homme, au nom d'honneur, sent remuer quelque chose en lui qui est comme une part de lui-même, et cette secousse réveille toutes les forces de son orgueil et de son énergie primitive. Une fermeté invincible le soutient contre tous et contre lui-même à cette pensée de veiller sur ce tabernacle pur qui est dans sa poitrine comme un second cœur où siégerait un Dieu. De là lui viennent des consolations intérieures d'autant plus belles qu'il en ignore la source et la raison véritable. De là aussi des révélations soudaines du vrai, du beau, du juste. De là une lumière qui va devant lui. L'honneur, c'est la conscience, mais la conscience exaltée. C'est le respect de soi-même et de la beauté de sa vie porté jusqu'à la plus pure élévation et jusqu'à la passion la plus ardente. Je ne vois, il est vrai, nulle unité dans son principe, et toutes les fois que l'on a entrepris de le définir, on s'est perdu dans les termes. Mais je ne vois pas qu'on ait été plus précis dans la définition de Dieu. Cela prouve-t-il contre une existence que l'on sent universellement? Vint la Restauration qui fit de lui un mousquetaire de la Maison Rouge, puis un sous-lieutenant à la garde royale. De l'armée, il attendait beaucoup. Jamais déception ne fut plus complète. Longtemps, je n'ai pas voulu croire que mes deux modèles de vertu militaire, Vauvenargues et Vigny, eussent été l'un et l'autre des officiers tout à fait manqués. J'étais bien déplacé dans l'armée, écrit Vigny, et aussi, l'armée nous semblait un corps sans mouvement, nous étouffions dans le ventre de ce cheval de bois qui n'ouvrait jamais dans aucune troie. Quand Chateaubriand fit sa guerre d'Espagne, le jeune Vigny espéra se battre. Il obtint de passer comme capitaine au 55e régiment d'infanterie qui devait prendre part à la campagne. Allait-il connaître enfin la grandeur après la servitude? Aujourd'hui vient de m'arriver ce nom de capitaine auquel semblent seulement commencer les grandes choses de la guerre et qui, le premier, donne un peu de liberté et quelque puissance. Avec ce grade m'est arrivée la nouvelle que j'irai en Espagne quand le régiment sera complet. Ainsi je mérite vraiment toutes vos félicitations puisque je me vois certain de faire cette guerre à la Du Guesclin
et d'appliquer aux actions les pensées que j'aurais dû porter dans des méditations solitaires et inutiles. Mais tout en ce monde se passe comme si l'action se refusait à ceux qui abordent la vie active avec une nature contemplative. Donner et retenir ne vaut. Celui qui se garde pour le rêve n'engraine pas sur le réel. Vigny, dépourvu de talent pour l'intrigue, ne franchit jamais la frontière espagnole. À Pau, il retrouva la vie de garnison et de casernement dans une ville partisane et libérale où un régiment ardemment royaliste était reçu à coups de pierre. Il connut alors des souffrances analogues à celles de Lucien Leven à Nancy. Les officiers étaient sifflés à la sortie de la messe. Ce fut sans doute parce que la société de Pau lui était à peu près fermée que le capitaine de Vigny se tourna vers la colonie étrangère et prit pour femme une Anglaise. Déjà, il pensait à quitter le service. De cette comédie nécessaire de l'autorité qu'est la discipline militaire, il disait maintenant avec un cynisme qui n'est pas dans son personnage « J'aimais fort à l'infliger et peu à la subir ». L'état de somnambulisme où le jetait la poésie le faisait fort mal juger par ses camarades et ses chefs. Oh, rêve d'autorité et d'esclavage! La noble armée dont il avait rêvé n'existait pas. De l'armée réelle, de ses fatigues et de ses ennuis, il était excédé. Bientôt, il s'évada. Ces années ratées n'avaient été perdues ni pour lui ni pour nous. L'armée est un bon livre à ouvrir pour connaître l'humanité. Le danger commence avec les souvenirs. À distance, le soldat oublie la servitude et regrette la grandeur. La révolte alors s'apaise et la mémoire retient ce qu'a d'attachant la vie sauvage des armes, si pénible qu'elle soit. C'est alors que Vigny écrit Servitude et grandeur et loue, en oubliant ses dégoûts, cette vertu passive toute d'abnégation et de résignation. De sa vie de soldat, il rapporte le sentiment de l'honneur, poésie du devoir, et un idéal de dignité silencieuse. Les mâles coutumes de l'armée trempèrent mon âme dans une patience à toute épreuve. Nous avons connu, comme lui, ce besoin d'écrire un livre par réaction contre nos propres déceptions. 2 guerres, dont l'une civile, nous ont permis d'entrevoir ces couvents nomades où l'on remplit des vœux de pauvreté et d'obéissance. Vigny, officier, demeure un de nos maîtres. Il y a un autre Vigny que j'admire. C'est le précurseur. Les critiques n'ont pas assez montré qu'il est, par son désespoir lucide, l'ancêtre direct des écrivains de notre temps. Ce désespoir lucide, c'est surtout dans la poésie qu'il transpire, et Vigny, replié sur lui-même, se regardant avec tristesse bien sûr, mais aussi avec indulgence, a défini cette nature du poète qu'il savait être. Mais il est une autre sorte de nature plus passionnée, plus pure et plus rare. Celui qui vient d'elle est inhabile à tout ce qui n'est pas l'œuvre divine, et vient au monde à de rares intervalles, heureusement pour lui, malheureusement pour l'espèce humaine. Il y vient pour être à charge aux autres, quand il appartient complètement à cette race exquise et puissante qui fut celle des grands hommes inspirés. L'émotion est née avec lui, si profonde et si intime qu'elle l'a plongé dès l'enfance dans des extases involontaires, dans des rêveries interminables, dans des inventions infinies. L'imagination le possède par-dessus tout. Puissamment construite, son âme retient et juge toute chose avec une large mémoire et un sens droit et pénétrant. Mais l'imagination emporte ses facultés vers le ciel aussi irrésistiblement que le ballon enlève la nacelle. Au moindre choc, elle part. Au plus petit souffle, elle vole et ne cesse d'errer dans l'espace qui n'a pas de routes humaines. Fuite sublime vers des mondes inconnus, vous devenez l'habitude invincible de son âme. Dès lors, plus de rapport avec les hommes qui ne soit altéré et rompu sur quelques points. Sa sensibilité est devenue trop vive. Ce qui ne fait qu'effleurer les autres la blesse jusqu'au sang. Les affections et les tendresses de sa vie sont écrasantes et disproportionnées. Ses enthousiasmes excessifs l'égarent. Ses sympathies sont trop vraies. Ceux qu'il plaint souffrent moins que lui, et il se meurt des peines des autres.
les dégoûts, les froissements et les résistances de la société humaine le jettent dans des abattements profonds, dans de noires indignations, dans des désolations insurmontables, parce qu'il comprend tout trop complètement et trop profondément, et parce que son œil va droit aux causes qu'il déplore ou dédaigne, quand d'autres yeux s'arrêtent à l'effet qu'ils combattent. De la sorte, il se tait, s'éloigne, se retourne sur lui-même et s'y renferme comme en un cachot. Là, dans l'intérieur de sa tête brûlée, se forme et s'accroît quelque chose de pareil à un volcan. Le feu couve sourdement et lentement dans ce cratère et laisse échapper ces laves harmonieuses qui d'elles-mêmes sont jetées dans la divine forme des vers. Mais le jour de l'éruption, le sait-il? On dirait qu'il assiste en étranger à ce qui se passe en lui-même, tant cela est imprévu et céleste. Il marche, consumé par des ardeurs secrètes et des langueurs inexplicables. Il va comme un malade et ne sait où il va. Il s'égare 3 jours sans savoir où il s'est traîné, comme fit jadis celui qu'aime le mieux la France. Il a besoin de ne rien faire, pour faire quelque chose en son art. Il faut qu'il ne fasse rien d'utile et de journalier, pour avoir le temps d'écouter les accords qui se forment lentement dans son âme, et que le bruit grossier d'un travail positif et régulier interrompt et fait infailliblement évanouir. C'est le poète. Celui-là est retranché dès qu'il se montre. Toutes vos larmes, toute votre pitié pour lui. Pardonnez-lui et sauvez-le. Cherchez et trouvez pour lui une vie assurée, car à lui seul, il ne saura trouver que la mort. C'est dans la première jeunesse qu'il sent sa force massive, qu'il pressent l'avenir de son génie, qu'il étreint d'un amour immense l'humanité et la nature, et c'est alors qu'on se défie de lui et qu'on le repousse. Elle me dit, je suis l'impassible théâtre que ne peut remuer le pied de ses acteurs. Mes marches d'émeraude et mes parvis d'albâtre, mes colonnes de marbre ont les dieux pour sculpteurs. Je n'entends ni vos cris, ni vos soupirs. À peine, je sens passer sur moi la comédie humaine qui cherche en vain au ciel ses muets spectateurs. Je roule avec dédain, sans voir et sans entendre, à côté des fourmis, les populations. Je ne distingue pas leurs terriers de leurs cendres. J'ignore en les portant les noms des nations. On me dit une mer et je suis une tombe. Mon hiver prend vos morts comme son hécatombe. Mon printemps ne sent pas vos adorations. Avant vous, j'étais belle et toujours parfumée. J'abandonnais au vent mes cheveux tout entiers. Je suivais dans les cieux ma route accoutumée sur l'axe harmonieux des divins balanciers. Après vous, traversant l'espace où tout s'élance, j'irai seule et sereine, en un chaste silence, je fondrai l'air du front et de mes seins altiers. C'est là ce que me dit sa voix triste et superbe. Et dans mon cœur alors je la hais, et je vois notre sang dans son onde, et nos morts sous son herbe, nourrissant de leur suc la racine des bois. Et je dis à mes yeux qui lui trouvaient des charmes, ailleurs tous vos regards, ailleurs toutes vos larmes, aimez ce que jamais on ne verra 2 fois. Les amis d'Alfred de Vigny le poussèrent qu'est Conti. Mais l'élection fut difficile, 3 échecs, et Sainte-Beuve, exécuteur du romantisme, ne fut pas étranger à la déception du poète, ce qui ne l'empêcha pas d'analyser les raisons de ces échecs. Monsieur de Vigny avait prié le très aimable et spirituel Hippolyte Royer-Collard de parler de lui à son oncle. Mais, dans son impatience, il n'attendit pas la réponse à cette première ouverture. Il se présenta un matin chez monsieur Royer-Collard, qui se trouvait en ce moment dans son cabinet en conversation ou conférence avec monsieur Decazes et monsieur Mollet. Je crois qu'Andral, le docteur, son gendre, y était aussi. Monsieur de Vigny, à qui on le dit, n'insista pas moins pour qu'on fît passer sa carte, assurant que sur le simple vu de son nom, il serait reçu.
M. Royer-Collard, à qui son neveu n'avait rien dit encore, sortit de son cabinet, un peu contrarié, et vint trouver M. de Vigny dans l'antichambre, ou la salle à manger, pour s'excuser de ne pouvoir le recevoir en ce moment. Le colloque suivant s'engagea à peu près dans ces termes. « Mais je suis M. de Vigny, monsieur. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Monsieur votre neveu a dû vous parler de moi. Il ne m'a rien dit. Je me présente pour l'Académie. Je suis l'auteur de plusieurs ouvrages dramatiques représentés. Monsieur, je ne vais jamais au théâtre. Mais j'ai fait plusieurs ouvrages qui ont eu quelques succès que vous avez pu lire. Ah, je ne lis plus, monsieur. Je relis. On était en hiver, la pièce n'était pas chauffée. Je sentais que je m'enrhumais, me disait M. Royer-Collard, qui, la porte entr'ouverte, avait un pied dans une chambre et l'autre pied dans l'autre. Il abrégeait donc et brusquait la conversation que M. de Vigny, au contraire, maintenait toujours. En me racontant la chose à peu près dans ces termes, M. Royer-Collard m'exprimait, je dois le dire, son regret d'avoir été si rude avec un homme de talent, mais il s'excusait sur l'intempestif de la démarche et sur l'insistance. Il ne fut d'ailleurs nullement contraire à l'entrée de M. de Vigny à l'Académie, et s'il assista à la séance d'élection, je suis persuadé qu'il vota pour lui, ainsi que M. Molé, de Barante, Cousin et ses autres amis. Il y a des habitudes et des formes que M. de Vigny était plus à même que personne de connaître. On n'est pas impoli parce qu'on ferme sa porte le matin et que l'on ne peut recevoir une personne qui se présente à l'improviste. L'indiscrétion est de vouloir forcer la porte et de dire aux domestiques « Sachez que quand on me verra, quand on verra que c'est moi, j'entrerai ». Je n'ai jamais conçu la nécessité que l'esprit, le talent, même le génie, fussent revêtus et comme enduits d'une légère couche luisante de sottise. Horace Walpole a dit « La sottise est comme la petite vérole, il faut que chacun l'ait une fois dans sa vie. » Bien, une fois, mais qu'on ne l'ait pas toujours et à l'état fixe. Cependant, une quatrième tentative lui ouvrit les portes de l'Académie. Mais sa réception fut humiliante, car le discours du récipiendaire ne fut pas ce que l'on attendait. Et Sainte-Beuve, encore lui, en a fait un récit sans indulgence. Le discours de réception de M. de Vigny à l'Académie française est devenu le sujet de 1000 commentaires et presque d'une légende. Étant parfaitement informé de tout ce qui se rapporte à cet événement littéraire, je demande à dire ce que je sais, en invoquant au besoin d'autres témoins qui pourront dire si je m'écarte en rien du vrai et si j'exagère. Il est bon, pour bien comprendre la situation académique de M. de Vigny, de remonter un peu plus haut. L'école romantique avait forcé les portes de l'Académie, mais sans entrer en masse et tout d'un flot. La porte s'ouvrait, ou plutôt s'entrebâillait de temps en temps, puis se refermait pour ne se rouvrir que d'intervalle en intervalle. 2 fauteuils étaient vacants en 1844 par la mort de Casimir de Lavigne et de Charles Nodier. M. Mérimée et moi, nous étions sur les rangs. M. de Vigny s'y mettait aussi. Je ne me ferai pas plus modeste que je ne le suis, mais si M. de Vigny avait eu la moindre chance d'entrer à ce moment, je me fusse volontiers et à l'instant effacé devant lui, accordant le pas à l'éminence du talent, ou même seulement à la prééminence de la poésie. M. Molé, qui se trouvait directeur de l'Académie, avait donc en cette qualité à recevoir M. de Vigny. Dans l'intervalle de l'élection de M. de Vigny à sa réception, que se passa-t-il? Le poète dut sans doute envoyer le recueil de ses œuvres à M. Molé et les accompagner de quelques visites. M. Molé n'était pas homme à se laisser initier ni à recevoir de la main à la main le fil conducteur. Jeune, il avait vécu dans l'intimité de Fontane, de Joubert, de Chateaubriand. Il était resté des plus délicats en matière littéraire et même chatouilleux, si l'on peut dire. Il n'aurait supporté de la part de personne qu'on lui fît sa leçon sur ce chapitre. Et M. de Vigny, par trop d'insistance, put bien commencer dès lors à l'agacer un peu.
Quoi qu'il en soit, les discours faits, ils durent être lus avant la séance publique et selon l'usage, devant une commission de l'Académie. Je puis assurer que dans cette réunion qui précéda de 2 ou 3 jours la séance solennelle, ces 2 discours, qui devaient prendre une physionomie si accentuée en public, lus sans emphase et sans mordant, et comme il convenait à des lecteurs assis en petit comité autour d'un tapis vert, ne choquèrent personne, pas même le récipiendaire. Comment put-il donc se faire qu'à la séance publique, les discours aient rendu un effet et un son tout différents? M. de Vigny avait écrit un discours fort long dont le sujet principal, comme on sait, était l'éloge de M. Étienne. Ce discours, le plus long qui se fût jusqu'alors produit dans une cérémonie de réception, il trouva moyen de l'allonger encore singulièrement par la lenteur et la solennité de son débit. Qui ne l'a pas entendu ce jour-là n'est pas juge. L'éloquence, on le sait, est tout entière dans le geste, dans le jeu, dans l'action. M. de Vigny était volontiers formaliste et sur l'étiquette. Il le fut 100 fois plus en ce jour où il semblait contracter les nœuds de l'hyménée académique. Son discours élégant et compassé fut débité de façon à donner bientôt sur les nerfs d'un public qui était arrivé favorable. M. de Vigny était naturellement presbyte, et ne voulant ni lunettes ni lorgnon, il tenait son papier à distance. Qui ne l'a pas ouï et vu ce jour-là avec son débit précieux, son cahier immense, lentement déployé, et ce porte-crayon d'or avec lequel il marquait les endroits qui étaient d'abord accueillis par des murmures flatteurs ou des applaudissements, car je le répète, la salle n'était pas mal disposée, ne peut juger encore une fois de l'effet graduellement produit et de l'altération croissante dans les dispositions d'alentour. L'orateur, sans se douter en rien de l'impression générale, et comme s'il avait apporté avec lui son atmosphère à part, comme s'il parlait enveloppé d'un nimbe, redoublait en avançant de complaisance visible, de satisfaction séraphique. Il distillait chaque mot, il adonisait chaque phrase. Le public, qui avait d'abord applaudi à d'heureux traits, avait fini par être impatienté, excédé et pour tout dire irrité. Le désaccord entre l'orateur et lui était au comble. Lorsque M. Molé, qui sans doute en sa qualité d'homme délicat avait sa part de cette irritation générale, commença d'un ton net et vibrant, ce fut une détente subite et comme une décharge d'électricité. L'auditoire se mit à respirer, à sourire, à applaudir, à donner à chaque parole, depuis le commencement jusqu'à la fin, une intention et une portée qu'elle n'avait pas eue et que personne n'aurait soupçonné à la lecture devant la commission. C'était exactement le même discours et il paraissait tout autre. Chaque auditeur était devenu un collaborateur qui ajoutait son sel le plus piquant et qui avait à se venger de son ennui. Je ne dis rien ici qui ne soit littéralement exact. Il y a dans tout succès dramatique, et ce fut un succès dramatique que celui du discours de M. Molé, il y a ce qui est dans l'œuvre même et ce qui est à côté. Et cette dernière part est souvent celle qui compte le plus. Le discours de M. de Vigny, avec les circonstances du débit, fut la principale cause du succès de l'orateur rival, devenu tout d'un coup adversaire. Après un spirituel discours de M. de Vigny débité avec bon goût et bonne grâce, on eût trouvé M. Molé trop sec et trop sobre d'éloges. On le trouva juste. Au contraire, que dis-je, on le trouva vengeur et charmant. Cette volée de bois vert, que fut le discours de M. Molé, humilia profondément le poète. Déjà enclin à la solitude, il s'éloigna davantage encore des milieux littéraires et écrivit ces poèmes qu'on devait réunir après sa mort sous le titre général de « Destinée ». Retournez en mon nom, reine, je suis la grâce. L'homme sera toujours un nageur incertain dans les ondes du temps qui se mesurent et passent. Vous toucherez son front, ô fille du destin. Son bras ouvrira l'eau, qu'elle soit haute ou basse, voulant trouver sa place et deviner sa fin.
Il sera plus heureux, se croyant maître et libre, en luttant contre vous dans un combat mauvais, où moi seul, d'en haut, je tiendrai l'équilibre. De moi naîtra son souffle, et sa force à jamais, son mérite est le mien, sa loi perpétuelle, faire ce que je veux pour venir où je sais. Et le cœur descendit vers sa proie éternelle, afin d'y ressaisir sa domination sur la race timide, incomplète et rebelle. On entendit venir la sombre légion et retomber les pieds des femmes inflexibles, comme sur nos caveaux tombe un cercueil de plomb. Chacune prit chaque homme en ses mains invisibles, mais, plus forte à présent dans ce sombre duel, notre âme en deuil combat ces esprits impassibles. Nous soulevons parfois leurs doigts faux et cruels. La volonté transporte à des hauteurs sublimes notre front éclairé par un rayon de ciel. Cependant, sur nos caps, sur nos rocs, sur nos cimes, leurs doigts rudes et fatals se posent devant nous et d'un coup nous renversent au fond des noirs abîmes. Oh, dans quel désespoir nous sommes encore tous. Vous avez élargi le collier qui nous lie, mais qui donc tient la chaîne? Oh, Dieu juste, est-ce vous, arbitre libre et fier des actes de sa vie, si notre cœur s'entr'ouvre au parfum des vertus, s'il s'embrase à l'amour, s'il s'élève au génie, que l'ombre des destins, Seigneur, n'oppose plus à nos belles ardeurs une immuable entrave, à nos efforts sans fin des coups inattendus. Oh, sujet d'épouvante à troubler le plus grave, question sans réponse où vos seins se sont tus. Oh, mystère, oh, tourment de l'âme forte et grave. Notre mot éternel est-il, c'était écrit sur le livre de Dieu, dit l'Orient esclave, et l'Occident répond sur le livre du Christ. Qu'il est doux d'écouter des histoires du temps passé, quand les branches d'arbres sont noires, quand la neige est épaisse et charge un sol glacé. Quand seul dans un ciel pâle, un peuplier s'élance, quand sous le manteau blanc qui vient de le cacher, l'immobile corbeau sur l'arbre se balance, comme la girouette au bout d'un long clocher. Qu'il est doux d'écouter des histoires du temps passé, quand les branches d'arbres sont noires, quand la neige est épaisse et charge un sol glacé. Tout est dit. À présent que Dieu lui soit en aide. Sur le brick englouti, l'onde a pris son niveau. Au large flot de l'Est, le flot de l'Ouest succède, et la bouteille y roule en son vaste berceau. Seule dans l'océan, la frêle passagère n'a pas pour se guider une brise légère, mais elle vient de l'arche et porte le rameau. Les courants l'emportaient, les glaçons la retiennent, et la couvrent des plis d'un épais manteau blanc. Les noirs chevaux de mer la heurtent, puis reviennent la flairer avec crainte, et passent en soufflant. Elle attend que l'été, changeant ses destinées, vienne ouvrir le rempart des glaces obstinées, et vers la ligne ardente, elle monte en roulant. Un jour, tout était calme, et la mer Pacifique, par ses vagues d'azur, d'or et de diamants, renvoyait ses splendeurs au soleil du tropique. Un navire y passait majestueusement. Il a vu la bouteille aux gens de mer sacrés. Il couvre de signaux sa flamme diaprée, lance un canot en mer et s'arrête un moment. Mais on entend au loin le canon des corsaires. Le négrier va fuir s'il peut prendre le vent. Alerte et coulez bas ses sombres adversaires, noyés, or et bourreaux du couchant au levant. La frégate reprend ses canots et les jette en son sein comme fait la sarigue inquiète, et par voile et vapeur vole et roule en avant. Seul dans l'océan, seul toujours, perdu, comme un point invisible en un mouvant désert, l'aventurière passe errant dans l'étendue et voit tel cap secret qui n'est pas découvert. Tremblante voyageuse à flotter condamnée, elle sent sur son col que depuis une année, l'algue et les goémons lui font un manteau vert. Un soir enfin, les vents qui soufflent des Florides l'entraînent vers la France et ses bords pluvieux. Un pêcheur accroupi sous des rochers arides tire dans ses filets le flacon précieux. Il court,
cherche un savant et lui montre sa prise, et sans l'oser ouvrir, demande qu'on lui dise quel est cet élixir noir et mystérieux. Quel est cet élixir, pécheur? C'est la science. C'est l'élixir divin que boivent les esprits, trésor de la pensée et de l'expérience. Et si tes lourds filets, ô pécheurs, avaient pris l'or qui toujours serpente aux veines du Mexique, les diamants de l'Inde et les perles d'Afrique, ton labeur de ce jour aurait eu moins de prix. Regarde, quelle joie ardente et sérieuse! Une gloire de plus luit dans la nation. Le canon tout-puissant et la cloche pieuse font sur les toits tremblants bondir l'émotion. Aux héros du savoir, plus qu'à ceux des batailles, on va faire aujourd'hui de grandes funérailles. Lis ce mot sur les murs, commémoration. Souvenir éternel, gloire à la découverte dans l'homme ou la nature, égaux en profondeur. Dans le juste et le bien, source à peine entr'ouverte, dans l'art inépuisable, abîme de splendeur. Qu'importe oubli, morsure, injustice insensée, glaces et tourbillons de notre traversée, sur la pierre des morts croît l'arbre de grandeur. Cet arbre est le plus beau de la terre promise, c'est votre phare à tous, penseurs laborieux. Voguer sans jamais craindre ou les flots ou la brise pour tout trésor scellé du cachet précieux. L'or pur doit surnager et sa gloire est certaine. Dites en souriant comme ce capitaine qu'il aborde si c'est la volonté des dieux. Le vrai Dieu, le Dieu fort est le Dieu des idées. Sur nos fronts où le germe est jeté par le sort, répandons le savoir en fécondes ondées. Puis, recueillant le fruit tel que de l'âme il sort, tout empreint du parfum des saintes solitudes, jetons l'œuvre à la mer des multitudes. Dieu la prendra du doigt pour la conduire au port. La semaine prochaine, l'émission Telle qu'en eux-mêmes sera consacrée à Hans Christian Andersen.